Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à tous. Bienvenue, j'espère que vous allez bien ce soir. Voilà, j'ai eu très peur, mais tout va bien. Nous sommes le 14e jour de confinement et c'est le nouvel horaire du Grand Forum jusqu'à 19h, tous les soirs, 17h, 19h, en direct également sur Facebook et en live sur France Maghreb 2 et Christophe le Grand Forum. Ce soir, une grosse émission les amis. Pour m'accompagner, ça fait plaisir de la voir, Audrey Pronesti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les autres chroniqueurs qui nous accompagnent. Eh oui, tu n'es pas seul ce soir, puisque Samia Chiki est avec nous également. Bonsoir Samia. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Sous un beau ciel aujourd'hui, Karima Perroni est aussi de la partie. Bonjour Karima. Coucou tout le monde. Dis donc, t'as l'air bien. Hein. Ça va, oui, ça va, il fait pas froid, ça va. Ouais, mais surtout t'as le sourire. Voilà. Ouais, elle a le sourire et le soleil. Bon, tout va bien mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous, auditrices, auditeurs, vous nous retrouvez un petit peu à l'horaire habituel du Grand Forum, dans des conditions de confinement, c'est-à-dire que chacun est chez soi. Nous respectons évidemment les règles. Nous sommes bien disciplinés. Grosse émission, je le disais tout à l'heure. Nous parlerons des problèmes des devoirs à la maison, les parents qui sont confrontés aux difficultés des devoirs à la maison. Ainsi, nous serons avec deux invités tout à l'heure. Sylvie Dorsan, qui sera avec nous tout à l'heure, et également Nathalie, qui est enseignante au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Mais auparavant, nous recevrons également une invitée dans quelques minutes. Elle s'appelle Suzanne Luce et elle est thérapeute et coach experte, s'il vous plaît, en neurosciences. Tiens, ça me rappelle un invité, la neuroscience. Je salue notre ami Philippe Boyaki, évidemment, à la technique et à la réalisation. Je salue également DJ Labille, chez lui aussi, et qui permet la retransmission à la radio sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le Grand Forum. Bienvenue à tous. Il est 17h02. Alors, Audrey. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Je disais donc, Audrey Pronesti, comment se passe ce confinement ? On va dire que ces derniers jours, j'étais un petit peu KO, mais bon, rien de bien grave en fin de compte. Mais bon, sinon, on s'occupe. Tu n'as pas attrapé le Covid ? Non, franchement, je ne pense pas que je l'ai attrapé parce que sinon, je serais pas là à être avec vous là ce soir. Mais je pense que vous savez, en ce moment, c'est aussi la saison à attraper toutes les microbes, donc les allergies, tout ça. Voilà, donc faut pas non plus. C'est difficile de pas céder à la panique, mais voilà, je pense pas que je l'ai attrapé. Voilà. Bon, donc le confinement se passe plutôt bien, si j'ai bien compris, Audrey. Karima, on perd pas ses nerfs, tout va bien ? Non, ça va. Les journées sont très 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 chargées. Quand on a des enfants, on ne perd pas. On perd pas le rythme. Je trouve ça toujours aussi éreintant. J'ai l'impression de faire 5 journées en une. Et ceux qui me disent, moi je m'ennuie. Quelles sont les séries à regarder en ce moment sur Netflix ? Autant vous dire que moi je suis complètement à la ramasse sur Netflix. Mais c'est vrai que il y a de quoi faire. Netflix c'est plutôt bien. Samia, comment ça se passe avec les enfants à la maison ? Moi j'ai pas pu regarder comme Karima, j'ai pas pu regarder une seule série. C'est chargé en fait, du matin au soir avec les enfants, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on n'a même pas le temps de travailler correctement. Mais ça va, on tient bon, il le faut. Bon, très bien. On attend notre ami Gamal Abina. Je suis là, je suis arrivé. Salut mon pote. Ça va ? Comment ça va mon Gamal ? Salut Gamal. Ça va, tranquille, bonjour à tout le monde. Bonjour, alors Gamal, toujours au travail ? Toujours au boulot, comme d'habitude, hein. Je suis obligé. Oh, très bien. C'est lundi, on reprend les bonnes habitudes. Gamal Abina est avec nous. Eh oui. Alors, le confinement se passe bien, Gamal ? Oui, ça va, c'est peinard pour moi. Je m'ennuie pas vraiment. Hein. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Oui, j'imagine. Très occupé, le Gamal. Bon, il faut... mes amis,
pour commencer cette émission, un petit zapping, quelques vidéos à vous montrer, que vous allez commenter. Tout d'abord, je voulais revenir sur cette agression. Vous savez que les violences policières se sont un peu accélérées ces derniers temps. Et voici, grâce à nos confrères de Islam et Info, le témoignage de la maman du jeune Sofiane qui a été agressé par la police. Ça s'est passé du côté des Ulysses. Écoutez le témoignage de sa maman. Regardez et écoutez. Chez son papa. Donc, il se rendait à mon domicile pour prendre une douche avant d'aller travailler. Malheureusement, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Je ne sais pas du tout pourquoi il a été molesté. Il n'y a pas de justification par rapport à ces actes de violence, de torture et ces coups et blessures. C'est terrible, j'ai ressenti ces coups, j'ai ressenti tout ça. C'est très très dur pour une maman de voir ces images de torture, des coups, des blessures. J'ai senti ces coups. Sofiane n'est pas un voyou. La police peut le justifier. Il n'a jamais eu aucun contact avec la police. Il a un casier vierge, il est blanc comme neige, voilà, ce n'est pas un voyou. Et on va se battre, son papa, moi, la famille, on va se battre pour que justice soit rendue, pour que ces actes ne restent pas impunis. Et je demande la justice pour Sofiane et pour que ces actes ne se reproduisent plus. Incroyable, le témoignage de cette maman, Sofiane, agressée par la police aux Ulysses. Gamal, Sofiane, toi qui es le plus ancien d'entre nous, la violence policière, tu connais? Oui, j'ai connu à titre personnel. Je vais pas pleurnicher parce que on a échappé à pas mal de bavures. Hein. On a même pris des coups, on a été molesté, on s'est fait pointer par des pistolets à la sortie du quartier. Ça, on connaît très bien. Là, la question qui se pose, c'est ce qui est inquiétant, c'est que les policiers de la BAC, puisque c'est eux qui sont les plus agressifs, s'autorisent des écarts extraordinaires parce qu'ils savent parfaitement que la justice ne travaille pas, qu'il n'y a pas de procureur, pas de parquet. Donc, aucun risque pour eux. Et surtout, ils se vengent, et c'est là où c'est lâche de leur part. Ils se vengent de quoi? Du fait qu'ils ne soient pas équipés. Et j'ai le sentiment, là, à l'instant, j'ai fait une interview avec. Il s'agit d'une vengeance pour toi? Oui, ça ressemble à ça. Ils nous prennent un peu pour des virus. Et ça, c'est intolérable. Là, je viens de répondre à une interview à une radio belge qui sont très intéressés par ce qui se passe. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur les violences policières en France. C'est-à-dire que la première chose qui vient, c'est l'épicentre du virus, c'est Paris, on le sait. Et la seconde, c'est que les policiers se font plaisir sur les jeunes. Et on a vu tous ces images de violence. Après, vous aviez reçu quelqu'un, syndicat de la police, qui essaie de justifier ça. Il a eu du mal parce que c'est pas justifiable. Il y a quand même des limites à la blague. À se mettre à 4 ou 5 sur une personne pour taper, un flic qui passe à côté de quelqu'un, un coup de pied dans le ventre, ça va 5 minutes. S'ils ont un problème, qu'ils aillent voir leur hiérarchie, qu'ils aillent voir le gouvernement, qui demandent pourquoi ils ne sont pas équipés, pourquoi ils n'ont pas de masque, d'ailleurs, je demande à ces policiers, pourquoi est-ce qu'ils font pas la même chose à Paris avec les joggers, parce qu'on en a un paquet. J'ai vu l'autre jour des joggers par milliers, alors qu'il n'y en a jamais eu avant, et surtout, j'ai vu des gens faire du tennis. Je suis désolé, mais quand on fait du tennis, on n'est plus dans le jogging, là. Cela, bizarrement, les Parisiens, on les inquiète pas, alors qu'en banlieue, on y va. Donc, je pense qu'effectivement, ils ont tendance à se lâcher, à se venger. Ils savent qu'il y a de l'impunité totale, puisqu'il n'y a personne pour les arrêter aujourd'hui. Et en plus, ils sont fatigués, ils sont en panique. Il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les arrêter? C'est ça la question qu'on doit poser. Les images sont terribles, Samia. Insoutenable. L'agression de ce petit Sofiane et les larmes de la maman. Alors, figure-toi, Christophe, les images, oui, je les ai trouvées vraiment ignobles. Et ayant mes neveux qui habitent dans ce quartier-là, donc de suite, voilà, j'ai pris de leurs nouvelles et ils m'ont raconté un petit peu l'ambiance qu'il y avait ces jours-ci et c'est très très pesant. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu l'impression en fait que la BAC, ils avaient l'air d'être en terrain conquis et pourtant je connais bien le quartier. Voilà, ils sont entourés d'immeubles, donc voilà, pour oser faire ça comme ça,
Enfin, voilà, tout est permis, j'ai l'impression, et il faut dénoncer ça de manière de plus en plus forte. Karima, toi qui es confinée un petit peu plus loin, tu vois ça de quel œil? Karima? Karima Perroni, on ne l'entend plus. Karima revient tout de suite, mais Audrey Ponossi est là. Ouais. Oui, bah Audrey alors. Audrey, Sofiane, les images sont terribles. Je vais être très claire. Non seulement elles sont horribles, elles sont insoutenables, mais voilà, il y a quelques jours, c'est avant-hier, je me suis revue le film Les Misérables. Voilà quoi, même si on n'est pas dans la même situation, c'est exactement la même chose quoi. Enfin, c'est juste, j'ai juste l'impression que c'est un bis repetita, que ça recommence, comme le disait Gamal tout à l'heure. Il a connu ça aussi. Moi, je suis désolée quand tu dis oui, on va pas faire les pleurnicheuses. Bah non, je suis désolée, c'est pas normal les trucs comme ça. Et on va pas se mentir. Moi, j'habite dans le 95. J'habite pas dans un quartier populaire et c'est clair et net que jamais j'aurais ces problèmes-là. Donc, faut arrêter de se mentir. Je suis désolée, c'est à deux vitesses. Les contrôles ne se font pas du tout de la même façon et ça, c'est révoltant. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'en ai eu la chair de poule. Donc voilà, c'est tout. Bon, très bien. Audrey, pourquoi t'aurais pas ce problème-là? Tout simplement parce que j'habite dans une ville qui est, on va dire, déjà moi honnêtement des voitures de police, j'en ai pas croisé. Ah oui. C'est simple. Ouais. Donc voilà, voilà ma réponse. Je n'en ai pas croisé. Très bien. D'ailleurs, tu faisais référence au film Les Misérables. J'aimerais bien avoir des commentaires là, vous qui nous regardez sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Dites-nous si vous avez aimé le film. Voilà. Est-ce que vous avez aimé le film? Moi, je suis assez partagé. J'ai été assez déçu, en fait. Je tiens à vous le dire. Voilà. On peut être partagé, mais voilà, moi, ça me fait penser un peu. Penser à ça. C'est ça le truc. Le problème qu'il y a eu en matière de cinéma, c'est que quand tu as regardé La Haine, c'est très compliqué d'avoir un film sur le même sujet, en tout cas, qui soit aussi bon. Et peut-être que j'ai mis un curseur qui n'était pas au bon endroit. Voilà, c'est peut-être pas. C'est sûrement ça. Allez, tout à fait autre chose maintenant. Daniel Moi, j'ai pas mon mot à dire sur ça. Ah bah si, attends, t'étais parti, Karima. Non, je déconne sans faire exprès. Alors, est-ce qu'on a, parce qu'on a reçu la dernière fois le syndicat, enfin une personne représentante du syndicat, est-ce qu'on a la version des policiers? Est-ce qu'il y a eu un communiqué qui a été fait pour nous expliquer du côté des policiers ce qui s'est passé? Alors, pas à ma connaissance, mais on va vérifier. D'ailleurs, j'allais dire, je vous conseille de lire le papier qu'elle a fait dans le Bondi Blog. Oui, sur le Bondi Blog. Exactement. Donc, très bien. Notre Céline Bory, qu'on embrasse d'ailleurs. Alors, Les Misérables, j'ai adoré. mes amis. Ah ouais? En fait, il y a eu l'autre film. Comment il s'appelait le film avec Kerry James? Comment il s'appelait? Banlieusard. Banlieusard. Alors, j'ai préféré 1 milliard de fois Les Misérables à Banlieusard, qui pour moi, Banlieusard, c'était une caricature. Ah ouais. En plus, il faut rappeler que Les Misérables ont eu un très très petit budget, hein, donc. Ça aussi, moi, Les Misérables, j'ai beaucoup. Enfin, je trouve qu'au moins ça sonnait juste ça. Enfin, j'avais l'impression que c'était des vrais comédiens quand même. Il y avait une vraie histoire. Après, qu'on aime ou pas le propos, mais déjà dans la forme, c'était pas aussi lourd que l'autre film. Comment il s'appelle? Banlieusard. Banlieusard. Ah oui. Ouais. Écoute, moi j'ai été assez déçu en fait. Je trouve qu'il y a pas une réelle histoire. J'ai été un peu frustré par la fin du film. Et en fait, on a tellement mis la barre haute concernant ce film que je m'attendais vraiment à avoir quelque chose à la hauteur de. Ouais, j'avais aimé. T'avais aimé la forme? Ouais, j'avais aimé. Ouais. Kerry James, excellent. J'ai envie de vous dire un truc, c'est Kerry James qui était bon dans Banlieusard. Le reste, franchement, c'est faible. Alors que là, et puis avec la rhétorique qu'on lui connaît et tout. Ouais. Alors, bon, parce qu'il est bon, c'est un acteur, mais les autres sont pas acteurs. El Mami Kanouté, qui est dans le film, qui est un très bon copain, justement, apparemment est brillant, donc j'aurai le plaisir de le voir, parce que j'ai eu une critique très positive. Mais malheureusement, on peut pas comparer ces films-là à La Haine. Il n'y a aucune comparaison. C'est ça, un peu, parce que déjà, c'est pas la même époque, voilà, aussi. Hein. C'est pas la même époque, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes acteurs, on n'a pas les acteurs connus quand même. Hein. La Haine, vous savez, pas les acteurs. Et surtout. Moi, j'ai vu La Haine, vous voyez, après, il y a rien de bon derrière, quoi.
Puis la haine, c'est 90. Oui, Philippe. Max I nous dit. En tout cas, le propos est le même. C'est ça qui est dommage quand même. Parce que la haine, c'était il y a 20 ans, 25 ans. Et c'est le même propos et ça change pas. Il y a quelques commentaires sur nos pages Facebook, Christophe Le Grand Forum et France Maghreb 2. Nul le film. Ça, c'est Bouno Hill qui nous le dit. Jimil Adawi. Super le film. On ne peut pas avoir le lien de l'affaire, s'il vous plaît. Par contre, Jérôme, il faut vraiment que je vous passe en commentaire, sinon il va croire qu'on le boycotte. Et ici, Jérôme, nous boycottons personne qui ne doit pas beaucoup aimer le Grand Forum, mais qui est souvent présent et qui commente. On nous entend moins quand c'est l'inverse, quand c'est les policiers qui sont agressés. Il nous l'a dit à plusieurs reprises. Et Jérôme, tu peux pas dire ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a dénoncé le manque de masque la dernière fois. Excusez-moi, je vous lis les commentaires de Jérôme et c'est son droit à lui aussi d'avoir un autre avis critique. Mais vous voyez, Jérôme, nous, il n'y a pas de censure sur le Grand Forum. Non, il a été écouté. Alexandre Langlois, il a été écouté. Donc, au contraire, c'était intéressant. Mais moi, j'aimerais bien la Jérôme. Moi, je pense qu'il faut applaudir les policiers comme les soignants, comme tous ceux qui sont sur le front en ce moment lors du confinement. Bravo. Mais vraiment, et c'est pas ironique. Hein. Il faut Karima, les éboueurs, il faut applaudir tout le monde. Il faut pas aussi qui sont sur le front comme nous, et il y en a plein qui tombent malades. Et moi, j'ai aussi beaucoup de peine pour les policiers. Après, il y a des bons et des mauvais, et ça n'excuse en aucun cas les bavures. Et ça, c'est évident que s'il y a une bavure, il faut que la justice soit faite et soit rendue. Ça, c'est évident. Mais ça reste des êtres humains, c'est pas des policiers, c'est des êtres humains qui font des choses qui sont hors la loi. Karima, il y a juste une seule chose. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais il y a juste une seule chose que je voudrais rajouter à ce que tu as dit, c'est que certes, c'est des êtres humains, mais ils ont décidé, d'accord, de faire un métier qui n'est pas comme les autres, d'accord? Et ils doivent montrer d'une part l'exemple et ils n'ont pas le droit d'avoir des faiblesses. Ça veut dire quoi? Dans ces cas-là, on va dire les infirmiers, les médecins, c'est des êtres humains. Oui, ok, c'est des êtres humains, mais ils ont fait le choix de faire des métiers à risque. C'est comme ça. On les a pas forcés. Et je dis ça, j'ai un animateur radio aussi, c'est à risque. Non, ils ont le droit d'avoir des faiblesses. Je suis pas d'accord. C'est des êtres humains. Ils sont dans des situations extrêmes aussi. C'est des êtres humains. Alors, la bavure, j'excuse pas la bavure. J'excuse pas la bavure. Mais toi, tu dis qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des faiblesses. Mais bien sûr qu'ils ont le droit d'avoir des faiblesses. Ils sont exposés de la même façon. Ils ont des enfants. Ils sont dans le même état de stress. Quand ils sont face à une situation de guerre. Ils arrivent. Je me suis peut-être mal exprimée. Karima, je me suis peut-être mal exprimée quand je dis qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des faiblesses. Je dis juste qu'ils ont une responsabilité telle que lorsqu'ils ont des faiblesses, ça a des répercussions, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Là où je suis d'accord avec Karima, c'est qu'ils travaillent dans des conditions déplorables. Oui, c'est vrai. Le matériel qu'ils ont à disposition, vraiment, c'est une catastrophe. Et vous savez ce qui se passe dans la police, c'est quand beaucoup de corporations. Mais de comme dans l'éducation nationale. Pardon, si je peux en placer une. C'est des gens qui viennent d'arriver dans la police et qu'on envoie sur les terrains les plus difficiles. Et ils n'ont pas cette capacité de pouvoir réagir à proportion de la situation. Et c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale où on envoie des professeurs dans des classes difficiles, dans des collèges ou des lycées difficiles. Ouais, mais voilà. D'accord, mais j'entends bien ce que tu dis, mais quand t'es armé, voilà quoi. Ouais, mais Gamal, tu peux pas, il y a que des filles, alors t'es mort. Hein. Ouais, là, je vais en placer une. Là, je vais être très clair. D'abord, je vais répondre à Jérôme. Je me suis mal répondre à Jérôme pour commencer. Attends, bouge pas. Non, mais je vais répondre je vais très précis répondre à Jérôme. Il veut faire des comparaisons, on les fait. Combien de policiers ont été tués en banlieue? 0. Combien de banlieusards sont tués par les policiers? On les compte pas. Il y a des types qui ont des armes à feu, d'autres qui n'en ont pas pour se défendre. Et c'est logique puisque la loi l'interdit. En revanche, on ne peut pas accepter qu'un homme qui a une arme à feu ait un comportement comme n'importe qui. Il a une obligation de bien se comporter. Ensuite, deuxième chose, maintenant je parle d'expérience. Tout à l'heure, je voulais pas sortir les violons. Non, mais Jérôme, justement, tu as envoyé un commentaire en disant, alors premièrement, Jérôme dit qu'il n'est pas contre France Maghreb 2 et le Grand Forum parce que effectivement, c'est un fidèle auditeur qui alimente. Je connais, Jérôme. Et il te remercie d'ailleurs, Christophe, pour la libre antenne et la non-censure. Et il dit la chose suivante, et on peut l'entendre, ils ont le droit d'avoir des faiblesses, c'est pas des robots. Qu'as-tu à répondre à ça, Gamal?
Je vais répondre qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des faiblesses quand ils tirent sur quelqu'un. On peut avoir des faiblesses quand on a peur, on peut avoir des faiblesses quand on est exposé à la maladie, il n'y a pas de problème. On peut avoir des faiblesses quand il y a de l'agression et qu'il faut gérer. Mais je suis désolé, il y a quand même une différence entre la police française, par exemple, que je connais trop bien. Et je vous donnerai une petite histoire que j'ai vécue, comme ça parlera vite fait. Et la police anglaise, espagnole, allemande ou hollandaise ou belge. J'ai eu affaire à toutes ces polices-là. Il n'y a aucun problème, ils sont courtois. La police française, malheureusement, il y a un problème d'éducation. Ils sont agressifs. De formation. D'éducation et de formation, les deux sont dans le bon père. Ils sont, ouais, moi, je dirais plus de formation. L'école de police, c'est une catastrophe. On en parlait avec Alexandre Langlois. Oui, là, je suis d'accord. L'école de police ne fait pas le travail. De toute façon, ça joue, hein, mais. Oui, mais une chose importante. Je vous donne une histoire et il va essayer de me justifier. Alors, bouge pas, mon Gamel. Ton histoire, tu vas nous la donner tout de suite. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent à la radio sur France Maghreb 2, branchez-vous tout de suite sur Facebook France Maghreb 2 ou Christophe le Grand Forum si vous voulez connaître l'histoire de Gamal Amina. Direction la pub et les studios, on est de retour très vite. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Eh oui, il faut faire un peu de teasing, les amis. C'est comme ça. On est de retour très vite dans un instant à la radio, mais toujours en live sur Facebook France Maghreb 2 et Christophe le Grand Forum. Alors, ton histoire, Gamal. Alors, très rapidement. Moi, j'étais dans un quartier assez difficile, du côté de la porte de Montreuil, et on avait droit régulièrement aux descentes de police, aux humiliations, aux insultes, aux menaces, bref, la totale. Ça, c'est pas de l'invention. Et je mets au défi n'importe quel policier de venir contrer ce que je vais dire là. Et une fois, on s'est fait attraper gratuitement parce qu'on a été dénoncé sur la base d'un mensonge de la part du gardien d'un stade qui a prétendu qu'on avait agressé les gardiens du stade. Donc, c'était un mensonge, c'était juste de la vengeance. Les policiers nous ont attrapés comme si on était des grands délinquants, comme si on était des Jacques Messrine de l'époque. Et surtout, ils ont commencé à essayer de torturer un de mes amis en le questionnant d'abord et ensuite en le menaçant de le frapper. Et il se trouve que cet ami, j'ai précisé quand même, alors qu'on n'avait rien fait, je précise, cet ami était sourd et muet. C'était visible, c'était impossible de pas le voir. J'ai prévenu les policiers, ne le questionnez pas, ne l'insultez pas, il est sourd et muet. Ils ont voulu me frapper à mon tour. Et ces policiers-là, pour nous interpeller, ils ont utilisé quoi? Des armes à feu, alors qu'on n'était absolument pas agressif. Donc, c'est dire que le traitement qu'on subit quand on est dans un quartier populaire et qu'on a une tête de bougnoule, de crouille, comme ils les appelaient à l'époque, ou de melon, ou de socialiste, c'est comme ça qu'on nous nomme. À la police, ils aiment bien s'amuser. Ah ouais. Ce traitement-là, j'ai connu. Donc, qu'on la fasse par l'envers. Moi, le côté, le faux policier, le gentil policier, misérable, qui va pas bien, qui a une vie dégueulasse et qui a des états d'âme, c'est une chose. Mais il n'a pas à le faire subir à la population. Après, qui va expliquer ce qui s'est passé avec les gilets jaunes? Pour une fois, les bavures policières, elles étaient nationales, visibles immédiatement, avec les conséquences de gens qui perdaient leurs yeux ou leurs membres. Là, à ce moment-là, on s'est pas dit c'est les quartiers. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, la police, elle a un petit peu de mal à gérer. Bah, je vais entendre, moi, mais c'est bizarre parce que cette même police en Angleterre n'a pas géré de la même façon les manifestations, n'a pas géré de la même façon les contestations. Et pourtant, ils peuvent être durs. Mais ils ne sortent pas le pistolet pour tuer des gens. En France, il y a un problème vraiment qui est lié à deux choses. Une question de formation qui est délétère dans les écoles de police. Et le second aspect, c'est que beaucoup de policiers, malheureusement, s'en donnent à cœur joie en termes de racisme. C'est des frustrés qui se vengent alors que les raclés quand ils étaient petits et qui maintenant ont une arme à feu, ont un pouvoir et un surpouvoir. Et pour vous donner sur la psychologie, pour finir, mettez-vous à la place d'un type qui a une arme à feu et qui est un peu faible sur un plan psychologique. Imaginez un peu le pouvoir que ça lui donne d'avoir une toute puissance parce qu'il a la possibilité de tuer quelqu'un à distance. Il faut se mettre dans la tête, c'est compliqué de gérer. Ben oui. C'est ça que je dénonce. C'est très dangereux. Faïza, elle a dit une chose. Faïza, elle a dit une chose hyper juste. Excuse-moi, Samia. C'est que j'ai lu ce qu'a écrit Faïza. C'est vrai qu'elle a dit une chose très très juste. C'est qu'elle dit on n'a pas besoin finalement de défendre les policiers parce que quand les policiers eux-mêmes se font agresser, ils ont des lourdes. Il y a des lourdes conséquences. C'est les tribunaux leur rendent justice. Ça, c'est vrai qu'il y a une justice à deux vitesses et je suis je rejoins tout à fait l'avis aussi de Faïza. Samia. Absolument. Alors, je pense qu'il y a un temps pour tout. Là, on était en train de diffuser une information, celle des violences policières aux Ulysses. Donc, il est tout à fait normal qu'on en parle et qu'on dénonce. Et quand il s'agissait également de dénoncer le manque de masques, je l'évoquais tout à l'heure pour les policiers, on l'a fait sur cette radio. Donc, je pense que tout est dans la mesure pour moi. Absolument. Ouais. Voilà, faut pas être anti-police, c'est pas ça, c'est le but du message. Exactement, c'est même pas la problématique. Le but du message, c'est de dire que quand tu as une responsabilité comme ça, et qui plus est, tu es armé, à un moment donné, forcément, le seuil de tolérance, il est moindre que si c'était un autre métier. Alors, on est bientôt de retour
à l'antenne sur France Maghreb 2. Vous nous écoutez, on est en Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Quelle vraiment performance technique, Philippe Bouriaki, DJ Nabil, bravo les gars. En direct pour le Grand Forum, oui, on retrouve notre horaire quasi habituel, on sera là tous les soirs en ce 14e jour de Ramadan. Ça y est. C'est déjà Ramadan. Tout le monde a eu peur. Bon, vous savez, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez vu l'article passé de CNews qui nous dit est-ce que le Ramadan risque d'être annulé? Ouais. Lol. Mais non. Non, mais, Si, non, je ne crois pas. non, mais il faut arrêter d'être. Non, mais Est-ce Samia, que tu l'as Pâques va vu? être annulé? Est-ce que Pâques, le lundi de Pâques va être annulé? Il est reporté au 25 décembre. De semer la discorde comme Il est reporté au 14 octobre. On appelle Jésus, on leur demande si on veut une pandémie. Chétan, c'est pas grave. Non, mais blague à part, je veux faire l'avocat du diable. Mais sérieusement, quand même, vous pourriez faire un effort. Hein. Vous le décalez chaque année de 10 jours. Vous pouvez faire un petit effort. 11 jours. 11 jours, monsieur Boyaki. 11 jours. Non, tout va bien. Le Ramadan sera le 24 avril, Inch'Allah. Et normalement, avis de d'après jurisprudence donnée. Bien sûr, évidemment. Mais on sera plus en tout confinés cas... d'ici là, on sera plus confinés. Allez, soyons positifs. Ah, j'adore ton optimisme. Soyons positifs. Allez, il faut qu'on avance, les filles et Gamal. Deuxième vidéo que je voulais vous montrer, c'est Daniel Cohn-Bendit. Ça fait 50 ans qu'on l'entend, celui-là. Ça fait 50 ans qu'il insulte tout le monde. À l'image de sa dernière vidéo, il s'en est pris à Didier Raoult. Écoutez, regardez Daniel Cohn-Bendit. Il y a déjà un protocole chinois. Il y a un protocole chinois. Et les Chinois ont dit on peut rien dire. Oui, mais Raoult, c'était pas les bonnes. J'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 février, il va à la télévision et il dit mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. C'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde doit se mettre au garde à vous. Pourquoi on prend la discussion puisqu'on est d'accord? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Oh là, c'est grave. Tout de dire je suis un génie. Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. Une fois que ça a été prouvé. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a marre de ce genre de mec. Voilà. Qui ferme sa gueule et qui soit médecin. Mais quelle bande de frustrés. Franchement, quel manque de respect, surtout. C'est n'importe quoi. Oui, Gamal, on peut ne pas être d'accord. Non, moi je suis catégorique. Il y a des protocoles, il y en a des dizaines des protocoles. Si sa chloroquine fonctionne, tant mieux. Et j'ai envie de vous dire, moi j'ai un ex-membre de ma famille qui est à l'hôpital dans le coma. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je suis le dernier à critiquer la moindre solution. En revanche, Cohn-Bendit, il devrait un petit peu la mettre à port veilleuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est incapable. Oui, je ne veux pas dire comme il l'a dit lui, mais dans tous les cas de figure, je le pense fort. Il n'a pas insulté les gens comme il le fait, c'est vulgaire pour commencer, c'est pas la première fois qu'il le fait. Ensuite, il n'a pas donné de leçons, il n'y connaît rien, comme tout le monde d'ailleurs en demeurant. Laissons la place aux scientifiques de faire le travail. Et pour finir, quelle que soit la solution, les pistes de réflexion qu'il y a, il faut les poursuivre. Maintenant, je comprends sa réaction à Cohn-Bendit pour une seule raison, c'est qu'il sent qu'il y a un petit antisémitisme, on l'a vu dans Le Monde qui en parlait, qui est en train d'émerger à la suite, non pas de Raoult, qui n'a rien à voir là-dedans, mais de certains de ses soutiens qui commencent à faire un mélange malsain entre Buzyn qui est d'origine juive, son mari juif, Salomon le directeur de l'INSERM qui est juif, et qui serait dans une sorte, dans le complotisme habituel, de dire les juifs en ont profité, alors que le Raoult... Buzyn est juif? Lévi est juif? Non, pas Lévi, mais Buzyn oui, non, pas Lévi. Mais en tous les cas, c'est un peu le délire qui est en train de se mettre, et c'est malsain, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un système, ça n'est pas des gens. C'est pas parce qu'on a mis Buzyn devant que Buzyn est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, Raoult, c'est pareil, il n'est pas tout seul, il y a un système derrière lui. Il y a le système des chercheurs indépendants face à l'INSERM, face à tous les grands dispositifs d'État qui auraient voulu l'intégrer. C'est la question qui se pose. Donc c'est une guerre de chefs et en même temps une guerre de gros sous qui est en sous-jacent. Et en aucun cas, il y a de complot. C'est juste des gens qui cherchent, qui ont un intérêt personnel. Mais il faut qu'il se calme un peu, Cohn-Bendit, parce qu'il va pas se mettre du côté de l'obsessionnel. Pour reprendre l'argument... Comment? Oui. Alors, attends, bouge pas, Karima. Samia, oui, bien sûr. On le connaît, le personnage.
Bah, on le connaît, je le trouve d'autant plus ridicule qu'il intervient sur un sujet sur lequel il n'est pas du tout expert. Et j'ai beaucoup de mal, moi, quand j'entends des propos comme ça de la part d'un non-spécialiste du domaine. Donc, enfin, voilà, pour moi, à zapper, tout simplement. Karima. Mais pour reprendre l'argument, parce qu'en août, il parlait de cet argument, il avait vu la vidéo qu'on a tous vue, où au tout début de la pandémie, le docteur Raoult disait c'est trois morts chinois, on va pas en faire tout un truc, ça reste une grippe. Oui. Si le problème, alors je parle avec les mains et quand je parle avec les mains, c'est que je suis énervée, hein, d'accord. C'est que si le problème avait été pris comme il aurait dû être pris dès le début, c'est-à-dire confinement systématique des gens qui sont malades, dépistage systématique. On donne la chloroquine dès les premiers symptômes. Effectivement, ça aurait été juste une grippe à traiter. Et dans ces cas-là, on aurait donné raison à ce docteur Raoult, où voilà, il y a des morts, c'est horrible, comme toutes les grippes. Il y a toujours eu des grippes, il y a toujours eu des gens qui sont morts de la grippe. Maintenant, le traitement actuel qui a été fait, en tout cas en France, nous mène à des morts à grande échelle et qui rendent les propos de ce médecin complètement caduques, en effet. Alors, Audrey. Oui, attends, bouge pas. On va laisser Audrey quand même s'exprimer sur Comme Bendit, le personnage qui s'en prend et qui insulte Didier Raoult. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, d'abord lui, Comme Bendit, est loin d'être médecin. Donc, il ne peut pas juger non plus. Je pense que Raoult a beaucoup plus de légitimité à parler médical que Comme Bendit. Je vous entends pas. Donc, voilà, Audrey. Audrey pronostic. Audrey pronostic, elle est partie. Pas, apparemment. Elle est partie, elle revient. Elle revient. Bon, alors très bien. Il faut qu'on enchaîne parce qu'on a notre invité dans un instant. Et je voulais vous faire voir cette vidéo. Oui, Gamal. Non, un truc important. Parmi les protocoles, les Chinois ont mis en avant, par exemple, il faut le rappeler quand même, c'est important, que la vitamine C, 20 mg par jour, effectivement, est très efficace. Ils l'ont utilisé en Chine. Et ensuite, moi, j'ai envie de dire, pour conclure rapidement, c'est que ce soit Buzyn, que ce soit Raoult ou n'importe quel autre professeur qui s'est exprimé sur la question, la vraie question qui s'est posée, c'est pourquoi ont-ils méprisé à ce point les scientifiques chinois au début? Parce qu'ils n'ont pas pris les Chinois au sérieux, et ça, c'est très grave. Ensuite, la responsabilité d'État est engagée. C'est pas Raoult le problème. Raoult, il fait partie de tous les chercheurs qui ont cru que ça n'irait pas plus loin que le SRAS de 2002-2003. Il s'est trompé parce qu'il savait pas ce qui arrivait. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe, et l'État est incapable de dépister la population pour nous préserver d'une pandémie plus large. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi l'État ne peut pas le faire? Réponse, parce que c'est la Chine qui produit le matériel. 17h30, vous êtes bien sur France Maghreb 2 et en direct sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Il fait un magnifique soleil, j'ai le soleil qui me tape dessus là, on est super bien. Franchement, on a connu pire comme confinement. Alors, je voulais vous montrer... T'as connu les confinements, toi? Bah oui, oui, bien sûr. T'as déjà connu les confinements? Moi, j'ai pas connu. T'as pas connu la guerre, mon vieux. On est en guerre, hein, le président l'a dit. Alors, coronavirus, justement, écoutez ce reportage de Europe 1 où un spécialiste de santé nous annonce avoir refusé, pas un, mais 60 patients. Écoutez, regardez. Ça arrive, hein? Ça arrive. Très bien, c'est le soleil qui tape. Voilà. Les places de la journée, elles sont quasiment occupées dans la demi-heure. Donc, pour une place disponible, nous avons en moyenne 6 à 10 propositions. Mais ça veut dire qu'il y a des mais les malades ne restent pas sur le carreau, les 6 à 10 propositions déçues. Ça veut dire que en région Île-de-France, ces patients sont ensuite proposés à d'autres réanimations qui vont être dans la même situation que moi. Donc moi, je suggère quand même, par rapport à l'annonce du directeur général de la santé, certes, l'indicateur du nombre d'admissions en réanimation est important, mais il faudrait également suivre l'indicateur du nombre de patients refusés en réanimation, parce que sinon, on risque de sous-estimer la situation. Pardonnez-moi, Djilali Hanan, je ne m'attendais pas à ces propos. Sincèrement, il y a des Français aujourd'hui qui n'ont pas accès à la réanimation alors qu'ils en ont besoin. Par exemple, dans le Grand Est, on le voit depuis maintenant plus d'une semaine, et cela commence à arriver en Île-de-France. On a été nous-mêmes confrontés à ça. Donc, par exemple, depuis que nous sommes à saturation, c'est plus de 60 patients que nous avons refusés. Donc, comme on n'a pas de traçabilité de ces patients... Vous ne savez pas où ils sont? Je ne sais pas où ils sont. D'accord. Et donc, il est fondamental que cet indicateur soit également suivi par le ministère.
Il faut suivre ce facteur et on va le suivre bien sûr. Alors vous êtes en première ligne, Djillali Hanane, pour observer l'évolution de la situation de l'épidémie. Je vous pose la question. Quel est le profil de ces cas graves que vous observez en réanimation? Des hommes, des femmes, des jeunes? Alors ça reste un peu plus d'hommes que de femmes. L'âge médian reste de 60 ans, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients ont moins de 60 ans. Dans notre service, le plus jeune a 28 ans. Et on a pratiquement 2/3 de patients qui ont moins de 55 ans. Voilà, terrible. Voilà, ce spécialiste de la santé, interrogé par nos confrères d'Europe 1, 60 patients, il ne sait pas où ils sont. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que la courbe elle a un peu changé. Effectivement, les hommes seraient plus confrontés à ce virus que les femmes. Et surtout, l'âge aurait un peu baissé. Vous savez qu'on parlait surtout de plus de 70 ans. Maintenant, on a baissé à 63 ans. Et on est en train de nous expliquer que finalement, ce virus est beaucoup plus dur que prévu et qu'il touche des gens de plus en plus jeunes. Donc finalement, encore une fois, on est en train de voir que les scientifiques se sont encore plantés, j'ai envie de dire, sur l'étendue de ce virus, Samia. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ce virus-là, on ne connaît pas si bien que ça. Même les épidémiologistes le disent, même les infectiologues. Donc, je veux dire, anticiper sur la réaction du corps par rapport à ce virus, ça reste compliqué. Les épidémiologistes l'ont dit à plusieurs reprises. Ils ont fini par l'avouer. Oui, forcément, l'âge moyen, il baisse parce que, comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de jeunes qui décèdent suite au Covid-19. Donc c'est pas surprenant et on peut encore avoir d'autres surprises. Alors rapidement, Karima, moi je m'interroge. Quand même affolant de voir ça. Oui, l'âge, c'est complètement affolant, mais je m'interroge après sur l'état de santé de ces patients. Moi, je trouve ça hyper anxiogène de nous dire, voilà, qu'il y a des jeunes, il a dit par exemple d'une personne de 28 ans, quel est l'état de santé à la base? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui meurent plus jeunes ou qui sont touchés plus jeunes? J'ai besoin, moi, d'avoir toutes les données. Juste un âge ne veut pas dire aussi, là, il y a une différence entre l'âge physiologique et l'âge réel. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir, juste me donner un âge et sans me dire les antécédents, me dire peut-être que cette personne de 28 ans, peut-être qu'elle a aussi des problèmes. Je sais que des gens qui ont des allergies, par exemple, sont sujets à des complications respiratoires. Est-ce que c'est une personne qui faisait déjà de l'asthme? Est-ce que c'était une personne qui avait déjà des allergies? Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'à un moment donné, faut aussi nous donner les informations dans leur globalité et arrêter d'être aussi anxiogène. Je veux juste revenir sur un tout petit point parce que Gamal, tu as soulevé quelque chose qui pour moi est essentiel. La vitamine C, s'il vous plaît, les amis, faites des recherches, les auditeurs. On peut pas en parler aujourd'hui parce que il y aurait aucun rapport avec notre émission. Mais s'il vous plaît, les auditeurs, faites des recherches sur la vitamine C liposomale. C'est exactement ce que je prends moi chaque jour et que je donne aussi à mes enfants. Ça sauve depuis toujours. On n'a pas attendu le coronavirus pour en prendre. Sauf que c'est vrai que ce sont des thérapies qui sont moins onéreuses, donc qui demandent moins les laboratoires et donc on en entend moins parler. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous, la vitamine C, c'est pas juste de prendre un kiwi et une orange le matin. Il faut que ça soit une vitamine qui soit bien digérée par le corps et concentrée exactement. Et la vitamine C liposomale, s'il vous plaît, allez vous renseigner, achetez-en. Aujourd'hui, on a encore un peu de service de la poste, donc vous pouvez encore en commander sur Internet. Je vous en supplie, c'est peut-être ça qui peut vous sauver ou en tout cas réduire vos symptômes de façon significative. Bon, j'en appelle à votre vigilance parce que là, j'ai un coup de gueule à passer là. On passe des zappings, on passe des vidéos. Et là, qu'est-ce que je reçois? Europe 1 vient de bloquer votre vidéo parce que le contenu vous appartient. Vous êtes des malades, les mecs. J'ai vu, c'est droit d'auteur. On est en train de passer des vidéos, des images. Vous faites de la pub et vous nous bloquez. Mais vous prenez pour qui, vous? Bon, alors donc, désormais, sachez-le, je passerai plus d'Europe 1. C'est pas une radio à écouter. C'est tout. Voilà. Alors, non, mais ça m'énerve. Audrey, t'es là. Très bien. Oui, je suis revenue. J'ai eu du problème de connexion. Est-ce que Suzanne est avec nous, Philippe? Affirmatif, Suzanne est avec nous. Super. Alors, on va l'accueillir tout de suite. Suzanne Luce, qui est thérapeute et coach experte en neurosciences. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Suzanne Luce, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Eh ben, écoutez, alors qu'est-ce que la neuroscience? Une question que j'ai déjà posée
Un certain Idriss Aberkan. Oui. Alors, sauf que moi, je suis dans un autre registre. Moi, je reste dans le cadre de la thérapie. Alors, le 16 mars, j'étais présente, comme tous les Français, postée à mon poste télévisé pour regarder, en fait, ce que le président de la République allait nous annoncer. Et là, j'entends, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à plusieurs reprises. Donc, il faut savoir, lorsque nous entendons nous sommes en guerre, nous entrons déjà dans la loi de la contiguïté, qu'on appelle en psychologie. C'est l'idée selon laquelle un objet représente une suite naturelle de l'objet évoqué. C'est de la même famille. Par exemple, si j'évoque le mot plage, eh bien, tout de suite, vous allez avoir d'autres pensées qui vont arriver derrière, peut-être appareil photo, crème solaire, peut-être bikini, soleil. Donc, en clair, c'est un schéma neuroassociatif. Donc, dès lors où on évoque un mot, eh bien, il y a d'autres mots de la même famille qui en découlent. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Français ont dû trembler. J'ai vu beaucoup de Français danser le boogie-boogie. Et l'importance, en fait, de répéter nous sommes en guerre, c'est pour créer un schéma paternisant. Je répète que une fois que l'on dit quelque chose, eh bien, au départ, on est là, on est dans l'interrogation. La deuxième fois, on l'accepte. Et au bout de la troisième fois, on crée ce qu'on appelle un pattern dans un cerveau. Donc voilà, faut savoir déjà que la peur, elle est d'origine reptilienne, en d'autres termes, le cerveau primitif, hein, pour les besoins primaires, manger, boire et se reproduire. Et à l'époque, c'était le cerveau primitif était très important puisqu'on vivait dans des cavernes et notre survie dépendait souvent de notre capacité à comprendre très vite ce qui était ami et qui était ennemi. Et donc l'amygdale et le centre sont faits pour ces jugements instantanés qui vont nous protéger et que l'on appelle réponse de fuite ou de combat. Donc à l'époque, si c'est un animal féroce pour chasser, il était important de mobiliser à 100% votre énergie. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous activez le système surrénal. Donc, se battre ou fuir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce n'est plus approprié. En fait, quand vous êtes stressé face au travail, avec vos enfants, ou alors quand vous recevez vos factures, eh bien, vous êtes en situation de vie ou de mort. En fait, votre système réagit comme si c'était une situation de vie ou de mort. Donc, on va produire énormément de cortisol, on va libérer de l'adrénaline, de la noradrénaline dans le corps, et à force, eh bien, ce stress, il va empêcher le système immunitaire de fonctionner. Et en fait, votre système d'élimination également est réduit, et ainsi, votre cerveau supérieur va l'être également. Donc, en réalité, il ne faut pas être focus sur la peur, mais sur votre système immunitaire. Et là, je viens d'entendre, je crois que c'était Audrey ou Aurélie qui parlait de vitamine C. Non, c'est Karima. C'est moi, Karima. Oui, alors là, il faut être focus sur le fait de mieux protéger au maximum le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, en fait, permet de corriger en fait les erreurs dans notre corps. Et lorsque vous êtes stressé, eh bien, vous vivez dans la chimie de la peur. Et vous transmettez ces informations à vos muscles, et ensuite vous avez des problèmes de digestion, de concentration, de mémorisation, et vous n'avez pas les mêmes toxines. Sauf que là, on est dans un autre type de peur. Il est vrai que là, on se dit, je suis peut-être le prochain, il y a beaucoup de morts, donc automatiquement il y a beaucoup de panique. J'ai beaucoup d'appels, beaucoup de crises d'angoisse. En ce moment, j'arrête pas de travailler. D'ailleurs, j'arrête mes séances de consultation. Mais Suzanne Luce, pas moins de 23 heures. Très intéressant, effectivement, ce que vous êtes en train de nous dire. Mais vous faisiez référence au climat anxiogène. Parce que c'est vrai, quand on est amené, on le fait de manière systématique, regarder la télé. Comment on peut faire face, justement, pour essayer de ne pas tomber dans cette ambiance anxiogène? Alors, déjà, le fait de regarder en continu, en boucle, ce qu'on nous balance à la télévision, ça fait que d'alimenter. En plus de ça, vous avez toutes ces vidéos, toutes les conversations sont tournées autour du coronavirus. Quand je me réveille, la première chose que je vois sur mon téléphone, hop, un message coronavirus. Et bien, s'en défaire et de faire en fait une cure médiatique, une cure des réseaux sociaux, et peut-être filtrer les personnes qui vont apporter peut-être des vidéos, des pensées positives et pas que du négatif, parce que votre esprit, en réalité, la maladie commence dans l'esprit. D'ailleurs, William James l'a bien dit, le père de la psychologie américaine, le pouvoir de changer le monde réside dans votre inconscient. Donc nous avons en moyenne 70 000 pensées par jour. Donc si vous avez des pensées élevées, vous allez produire une biochimie élevée. Mais si vous avez en l'occurrence des pensées toxiques, vous allez
fabriquer des biochimies toxiques. Donc, si vous alimentez tous les jours, coronavirus, eh bien, du coup, vous n'allez pas mourir du coronavirus, mais c'est la peur qui va vous tuer et ça va vous développer des maladies auto-immunes. Une question. Je voulais juste. Bouge pas, Suzanne. Également, et je ne m'ennuie pas tous les jours. Oui. Déjà, je travaille, je fais mon sport, je danse, je lis, je prépare une conférence. Il y a toujours quelque chose à faire. Faites place à votre créativité. Je sais pas, faites des gâteaux. Suzanne, j'ai juste une question. C'est de surtout ne pas rester en pyjama. Parce qu'en fait, on a deux images de soins. On a une image de soins qui est intérieure et extérieure. Et celle qui est extérieure, elle va contaminer celle qui est intérieure. Donc, si vous êtes tout le temps là, avec le visage pâle, votre pyjama en train de traîner comme ça, bah forcément, vous alimentez encore plus cette peur. Alors que, faites semblant, faites comme si, vous voyez, quand t'es enfant, on joue au papa, Suzanne, à la maman. Bah, faites la même chose. Les thérapeutes, on les arrête pas, hein, quand ils sont partis, ça y est. Actuellement, je suis maquillée, je suis habillée. Suzanne! Je fais comme si j'allais partir. Et après, elle t'entend pas. Non, je crois qu'elle nous entend pas. Je crois qu'elle nous entend pas. C'est avec Suzanne Lous, qui est en pleine concentration, là, on est en direct. On est en stop. C'est de faire un. Elle n'entend pas. Elle nous entend pas. Elle nous entend pas. Tous les jours, de faire un stop et de se recentrer sur soi-même. Elle nous entend pas. Philippe. Et vraiment, Suzanne. Dis-lui, Suzanne, fais un peu stop, là. Non, mais elle nous entend pas. Il y a des questions avec nous en direct qui vous sont posées. Parce que les conditions de connexion sont pas top. Suzanne, est-ce qu'on peut prendre d'ores et déjà rendez-vous dans de meilleures conditions techniques pour qu'on puisse profiter, parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites. Extrêmement intéressant. Mais j'aimerais une question, Christophe. Oui, alors juste, je vais demander à Suzanne de vraiment faire des réponses courtes parce qu'on est très très en retard. Répondre aux questions de nos chroniqueurs. Audrey. Moi, j'ai juste une question. Suzanne, vous avez dit quelque chose de très important sur le fait que, justement, on était nourri par le schéma de la peur. Mais, justement, quand on a peur, on a besoin de savoir. Et vous nous avez conseillé de ne pas, justement, nourrir ce sentiment et cette émotion en restant connecté, en lisant tout ce qui peut se dire concernant le coronavirus. Et alors, moi, justement, la question que je me pose, que moi, quand j'ai peur, et je pense que je vais être comme tout le monde en fin de compte, et ben j'ai envie de m'informer, j'ai besoin de savoir. Donc comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Voilà. Ok, très bien. Déjà, la première question à se poser, est-ce que vous pensez que votre peur va vous protéger de ce danger? Alors la peur, elle n'est pas rationnelle, elle est d'ordre émotionnel, elle est virtuelle. D'accord? La peur, c'est la patronne de nos émotions. Pour quelle raison? Parce qu'elle a le mérite de signaler une situation qui nécessite de la prudence. Mais pourtant, elle va pas vous protéger de ce qui va se passer. Mais c'était une illusion. C'était une illusion. Vous êtes dans l'anticipation du futur avec des pensées négatives. Donc, ça s'appelle l'angoisse. Vous comprenez? Si vous portez votre attention sur autre chose, par exemple, une particule qu'on appelle une particule de matière physique, qu'on appelle par exemple l'électron, et bien lorsqu'une personne détourne son observation, détourne son regard, ses pensées, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette particule? Elle disparaît pour retourner à l'état énergétique. Nous allons faire grandir et amplifier les choses, ce sur quoi en fait nous allons porter notre attention. Donc dès lors où vous allez détourner votre attention et essayer de porter votre attention sur autre chose, la peur va se réduire. C'est comme par exemple, j'ai des personnes qui m'appellent, des personnes qui sont angoissées le soir, qui n'arrivent pas à dormir aujourd'hui. Et à un moment, j'ai une personne qui me dit, oui, alors j'arrive plus à respirer, ok. Alors je l'invite à aller se promener sur le balcon et prendre conscience de sa respiration, et elle respire, et puis au bout de 10 minutes, je respire bien, ok, je suis en train de trembler. Ok, je suis en train de trembler, super, allez, on danse le boogie. En fait, il faut créer de la confusion dans le cerveau. Donc, par exemple, moi, ce que j'invite à faire, c'est un petit exercice qui n'exclut pas un suivi thérapeutique, mais qui peut aider sur le moment, dans l'urgence. Une personne qui a une crise d'angoisse, vous lui demandez de compter à l'envers, par exemple 12, 7, 6, 4, 2, 3, et bien dans ce cas-là, elle ne pourra plus avoir peur. L'angoisse partira, descendra, parce qu'on ne peut pas raisonner et être angoissé en même temps. Très intéressant. D'accord. Suzanne, par exemple. on va y aller faire un petit tour du côté de la pub. Suzanne, juste le temps qu'on accueille notre prochain invité, peut-être une question chacune et chacun, parce qu'il y a Gamal aussi, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que des filles aussi aujourd'hui, hein, pas déconner. Pub tout de suite du côté de la radio et on est de retour
évidemment, et on reste en live sur Facebook. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Alors, Karima Perroni, tu as écouté attentivement, c'est Suzanne Nouz qui est avec nous, coach, thérapeute. Quelle est ta question? En fait, moi, c'est pas une question, mais c'est une observation. En effet, moi, quand j'ai écouté le discours du président, moi, j'ai pleuré parce que tous les mots qu'il a employés étaient extrêmement anxiogènes. Ça m'a fait vraiment très peur. J'étais complètement en panique. La guerre, tout ça. J'étais pris de court. Je me souviens, j'étais en train de faire des courses et j'avais mis les écouteurs pour pas rater son allocution. Et franchement, j'étais vraiment pas bien. J'étais complètement en panique alors que les jours d'avant, je réalisais le danger, mais j'avais pas envie que ça m'atteigne autant. Et effectivement, j'ai fait exactement ce que Suzanne a dit au bout de 2-3 jours où vraiment je suffoquais et je me mettais en boucle tout ce discours très anxiogène. J'ai arrêté et j'ai fait un sevrage en fait, tout simplement. J'ai fait un sevrage, donc j'ai arrêté d'écouter les informations pendant plus de 24 heures. J'ai demandé aux gens aussi autour de moi d'arrêter de m'envoyer des vidéos. Je disais que moi, j'avais pas le même bagage émotionnel et que moi, c'est tout ce que je recevais, vraiment, ça me heurtait trop. J'avais atteint ma limite. J'avais compris que moi, là, émotionnellement, j'avais atteint une limite. Et donc, ces 24 heures ont été extrêmement bénéfiques pour moi parce qu'aujourd'hui, je dose. Je sais maintenant comment doser le flot d'informations. Je le fais vraiment de façon très mesurée. Et puis, je relativise aussi et je suis extrêmement convaincue, comme dit Suzanne, que le positif, alors c'est pas très chimique ça, ni physique, mais pour moi, le positif attire le positif. Et je suis convaincue, moi, par exemple, que si je l'ai, tout va bien se passer. J'ai cette intime conviction et ça me suffit en fait pour aller bien et pour passer une bonne journée. Donc, tu as suivi les conseils de Suzanne. Samia, question? Alors, c'est intéressant ce que disait Karima, surtout dans le terme de sevrage. Alors, moi, ma question pour Suzanne, ce serait plus la prise de conscience. À quel moment est-ce que une personne peut prendre conscience que là, elle a atteint justement sa limite de tolérance émotionnelle par rapport à ce flux d'informations anxiogènes? Parce que là, Karima, par exemple, c'est un bon exemple. Elle en a pris conscience, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est clair. Tout le monde ne prend pas conscience, Suzanne Nouz. Oui, tout à fait. En fait, dès lors où nous prenons conscience de quelque chose, nous avons la capacité de pouvoir changer. Sans la prise de conscience, ce n'est pas possible. Donc, je pense que comment s'appelle la jeune fille? Karima. Il y a Samia et Karima. La jeune fille qui pose la question. Oui, alors Karima. Bonjour Karima. Bonjour. Tout à fait. En fait, ce que vous disiez était très, très pertinent parce que pour changer quelque chose, il faut commencer par la prise de conscience. Mais comment prendre conscience? Il faut commencer par se poser les bonnes questions. Si vous êtes là et que, je donne un exemple concret, si quand une personne a un problème, elle dit souvent oui, alors je suis dans la merde, pourquoi ça n'arrive que moi, pourquoi j'attire toujours que ce genre de choses. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 5000 questions, on se pose 5000 questions par jour. Donc automatiquement, votre cerveau ne va pas filtrer. Il va se dire ok, K, c'est ce sur quoi elle est focus, donc c'est quelque chose d'important pour elle. Allez, je vais renforcer ça et je vais les ramener tout ce qui tourne autour de ça, dans le même thème. Donc à l'inverse, si vous avez un problème et que vous dites plutôt oh ok, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois apprendre pour me sortir de ce problème et ne plus jamais retomber dans ce type de problème. Vous voyez, la question elle est plutôt intelligente là. Vous voyez ce que je veux dire? Tournez la question de cette manière-là. Suzanne, des réponses positives. Suzanne, en fait, c'était physique. Comment Samia, pour répondre aussi à ta question, comment est-ce que j'ai su que j'avais atteint mon seuil de tolérance? C'était physique, en fait. Si je pleure, si je me lève avec un état dépressif, avec cette boule dans le ventre, j'ai compris que j'avais des symptômes et un syndrome qui n'était pas habituel. Et c'est le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Et on est de retour en direct à l'antenne sur France Maghreb 2, à la radio, mes amis, et toujours en live avec France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum et nos amis ici présents. On a bien discuté en live pendant la pub. Peut-être qu'une dernière question pour Suzanne Nouz, pour Gamal Abina. Mais avant toute chose, j'aimerais que vraiment Suzanne nous promette de revenir et qu'on essaye d'établir une meilleure connexion parce que vraiment c'est très intéressant et c'est un peu frustrant d'être dans des conditions de la sorte. Alors, Gamal, ta question. Pour moi aussi, alors, voilà. Je vais bien t'entendre l'oreille. Voilà, donc très rapidement, vous aviez évoqué tout à l'heure le discours de Macron. Vous m'entendez ou pas?
Oui, c'est bon? Oui, on t'entend. D'accord. Vous aviez évoqué le discours de Macron qui était anxiogène aussi, puisque le but c'était de contrebalancer le discours laxiste que le gouvernement a eu avant. Et c'est un discours très guerrier où il a prononcé par 6 fois « Nous sommes en guerre ». C'est un président qui le dit. Le seul problème, c'est qu'il nous a dit « Nous sommes en guerre », mais nous n'avons pas les armes. Je parle de la population pour se défendre. Et vous dites qu'il faudrait se déconnecter, je comprends très bien la logique, se déconnecter des réseaux, ce flux d'informations qui est très anxiogène. Le seul problème, c'est à quel niveau de déconnexion on doit arriver pour ne pas à la fois être dans une situation de stress pathologique, littéralement, et en même temps, à quel niveau on doit rester connecté pour pouvoir continuer à au minimum se prémunir contre les mauvaises surprises, par exemple. Ouais. Et ça, c'est important, l'information. Suzanne, réponse à la question de M. Abina. On a perdu Suzanne? Non. Suzanne? Oui. Voilà. Elle n'a rien entendu la question. Elle n'a pas entendu la question? C'est très ennuyeux. Alors, je n'ai pas entendu la question. Merde alors. Vraiment très court, Gamal. Bon, très court. Vas-y, reformule-la, Gamal. Voilà, donc Macron a un discours très anxiogène qui nous disait qu'on était en guerre, donc ça crée une véritable psychose dans la population, comme Karim le disait tout à l'heure. Oui. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez ou pas? C'est à moi qu'on s'adresse? Allô? Oui, c'est à vous. Oui. Alors, je n'ai pas entendu la question, j'ai entendu juste qu'on en guerre. Oui, donc Macron disait avec un discours très très anxiogène, nous sommes en guerre. Ça provoquait donc dans la population un traumatisme qu'on a pu mesurer avec Karima, par exemple, qui l'expliquait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il nous dit nous sommes en guerre, mais nous n'avons pas d'armes. Nous, il y a les mollos sur les réseaux sociaux pour pas créer des pathologies chez nous, c'est-à-dire faire en sorte de se déconnecter un petit peu. Le problème, c'est que dans une situation de guerre virale comme ce qu'on connaît actuellement, quelle est la mesure dans laquelle on doit se déconnecter et en même temps rester informé pour ne pas être piégé par cette guerre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour rester suffisamment informé? Quelle est là? J'ai pas entendu. La mesure. Dans quelle mesure on doit rester informé? Dans quelle mesure on doit rester connecté pour rester informé? Dans quelle mesure on doit rester connecté et informé? Pour l'instant, par exemple, tous les 15 jours, comme par exemple, là, on nous a annoncé que le confinement perdurait jusqu'au 15 avril. Là, je suis au courant également, mais je ne m'attarde pas sur ça. En fait, vous dites que nous sommes en guerre, mais nous n'avons pas d'armes. Alors, moi, je pense le contraire. Je pense que nous avons la meilleure des armes, notre esprit. D'accord. C'est quoi? J'ai pas compris. Notre esprit. Ah, notre esprit. Très bien. Est-ce que je peux rappeler, Christophe, je peux rajouter juste une dernière chose, pardon, mais c'est une amie qui m'a dit ça parce que j'étais vraiment dans un état très fragile et elle m'a dit une chose qui m'a fait relativiser sur tout. Donc si je peux la partager avec vous, en fait, elle m'a dit faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, mais de se focaliser sur ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a plus de liberté de mouvement, on a compris, on peut plus aller voir sa famille, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, d'accord? Ça c'est un fait, on ne peut plus rien faire, d'accord? Sur ça. Par contre, il serait bien de se focaliser plutôt sur ce qu'on a. Donc ce qu'on a, c'est la famille avec qui on est, c'est d'avoir un frigo qui est rempli, c'est d'avoir la santé, c'est d'avoir les télécommunications, c'est d'avoir un endroit chaud où il y a le chauffage, ça partout dans le monde, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et ça, quand elle m'a dit ça, je me suis dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Il va falloir que je me focalise plutôt sur de la pensée positive et c'est ça la pensée positive. Ouais, mais comme elle disait tout à l'heure, c'est la peur qui prend le dessus. Merci Suzanne Nous. En tout cas, on rétablit une meilleure connexion et on se reparle très vite. Nous, on est là tous les jours, hein, Suzanne. Ne vous inquiétez pas, on ne fait pas de relâche. Et malheureusement, je ne suis pas vos conseils parce que pour faire cette émission, je suis obligé de m'informer quelque peu. Et voilà, on est confiné, mais on reste informé et c'est obligatoire. Merci beaucoup, Suzanne. À bientôt. Bon, merci. On va ouvrir. Au revoir, Suzanne. À bientôt. Suzanne Nous. Au revoir. Je rappelle que vous êtes coach. Vous êtes surtout, attendez que je retrouve, thérapeute et coach experte en neurosciences. Voilà. Bon, vous êtes un peu plus sympa que notre dernier invité. Bon. Alors, on enchaîne avec un autre sujet. Et là, mesdames, messieurs, je vous demande, vous qui nous regardez sur Facebook, de partager. Parce que ça va vous concerner toutes et tous. Partagez, que vous soyez sur France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Allez-y, likez, commentez, posez vos questions. On va parler de vous et de vos problèmes. En effet, cela fait 15 jours, à peu près, 14 jours exactement, que nous sommes confinés, que les écoles sont fermées. Et les profs, eh bien, envoient les devoirs à l'école, à la maison, pardon,
Et les parents doivent jouer le rôle de prof, d'enseignant, et c'est quelque peu compliqué. Je propose d'accueillir notre première invitée pour en parler avant que Samia nous établisse un état des lieux et que Audrey Pronosti va nous faire le point dans un instant sur les déclarations du ministre de l'Éducation nationale ce matin sur Europe 1. Ah, j'ai promis de te donner le nom de cette radio, mais pourtant c'est obligé. Sylvie Dorsan est avec nous, je crois. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes orthopédagogue et médiatrice en éducation cognitive. Soyez la bienvenue. Alors, Samia, un petit état des lieux sur la problématique. Oui, donc depuis la fermeture des écoles, donc le 16 mars, qui avait été donc annoncé le 13 par le président, alors que quelques jours auparavant, donc on avait le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, qui affirmait avec un nom catégorique que non, il n'y aurait pas d'écoles fermées, alors que quelques jours auparavant, on avait quand même des écoles, des collèges qui étaient fermés par des décisions municipales ou préfectorales. Donc, Monsieur Blanquer n'a pas anticipé. Est-ce qu'il ne savait pas ou est-ce qu'il prenait les choses à la légère? On essaiera d'en savoir plus à la fin de ce confinement. Parce qu'aujourd'hui, c'est place à ce qu'on appelle une urgence éducative. Alors, de suite, Monsieur Blanquer donc a fait appel à ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Donc, il a donné une interview au lendemain de l'annonce du président. Alors, beaucoup pensaient que cette continuité pédagogique, en fait, c'était quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui était déjà mis en place depuis plusieurs années. Et qui était déjà utilisé notamment par les élèves qui étaient dans les clusters, donc c'est-à-dire les villes, les régions qui étaient déjà très touchées par le Covid-19. Donc effectivement, dès lors qu'il y a eu fermeture des établissements, ça a dû être généralisé. Alors, les parents étaient complètement perdus, continuité pédagogique, mais comment allons-nous faire? Les enseignants, pareil. Pendant une semaine, il y a eu un flou total, que ce soit du côté du corps des enseignants et également des parents d'élèves. Donc aujourd'hui, il y a eu un petit état des lieux qui a été fait notamment par les syndicats de parents d'élèves et également par les syndicats des enseignants. Donc, qui ont eu contact avec le ministère, donc ils ont été entendus la semaine dernière. Et puis, maintenant, on attend que des décisions soient prises. On a eu effectivement une prise de parole lors d'une interview ce matin de Monsieur Blanquer, donc qui nous a annoncé plusieurs petites choses. Donc, je laisserai et Audrey va nous en faire la liste. Audrey Pronosti, avant de rentrer dans le sujet, et posez toutes vos questions, hein, n'hésitez pas. On a les spécialistes pour y répondre, pour vous aider à faire face à cette problématique que vous rencontrez, parce que y a le problème de la méthode, de la patience, de la pédagogie. On ne l'a pas forcément avec nos enfants. Alors, Audrey Pronosti, tu t'es levé tôt ce matin, tu as écouté une radio sur laquelle était invité le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Qu'a-t-il dit? Moi, c'est pas surtout sur les mesures que je vais revenir, c'est surtout sur le positionnement qu'il a eu. Alors là, vraiment concrètement, mais je suis effarée, quoi. Notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mais dans toute sa splendeur, vraiment. Oui, parce que bon, comme tu le disais ce matin, je l'ai écouté, donc j'ai bien commencé ma journée. Donc il s'est prêté à une sorte de questions-réponses avec les auditeurs, donc assez variés, hein, je dois dire, donc intéressant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, il a brillé par son manque de clarté, son manque de précision. Je m'explique. On sait tous qu'on est dans une période quand même assez anxiogène, que les adultes, en gros surtout les parents, doivent, en plus de la situation, gérer l'éducation de leurs enfants à la maison. Et puis pour commencer, on a eu un professeur de premier degré, donc classe CM1, CM2, classe charnière quand même, on va pas se mentir. Il lui demande comment la répartition du temps de travail va s'organiser par rapport aux vacances de printemps. Cela, Jean-Michel Blanquer répondra tout simplement que les vacances restent les vacances pour les profs et pour les élèves. Ce sera vacances plus devoirs. Alors,
en gros, si je ne m'abuse, pas de changement fondamental à l'horizon. Enfin bon, je veux dire, je le cite quand même. L'idée est que chacun puisse souffler en même temps, que le travail volontaire puisse exister d'un point de vue pour les professeurs, d'un point de vue professeur et d'un point de vue pour les élèves. Bon, là, faut m'expliquer ou alors j'ai pas compris. Alors, c'est bien parce que avec ça, on est super rassuré. On n'a pas franchement compris là où il voulait en venir. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'on était dans une situation ordinaire en fin de compte, parce que, enfin, je sais pas, quand on l'écoute, on n'a vraiment pas l'impression que on est tous en confinement et qu'il faut régler la situation. Alors, pour répondre à une mère qui s'inquiète quand même sur des potentielles lacunes qui peuvent vraiment s'installer dans le temps, il va répondre que l'objectif premier, le premier objectif, c'est avant tout de consolider les apprentissages. Mais alors vraiment, faut pas vraiment rajouter d'autres apprentissages, parce que là, ça va vraiment faire trop. Alors là, je me suis dit, mais bon, comment ils vont terminer l'année? Mais bon, voilà. Donc, quand il nous parle du projet, il nous a quand même parlé du projet Nation apprenante. Alors, j'ai trouvé ça super. Ça consiste en fait, en gros, à faire participer les médias, qu'ils soient locaux ou nationaux, en fait, dans une perspective éducative. Donc, on a France 4, par exemple, qui fait ça, donc avec des émissions le matin pour le premier degré et l'après-midi, donc c'est le second degré. Et puis bon, il a aussi mis en évidence le système d'audio guide. D'ailleurs, il nous a bien montré qu'il a participé à l'enregistrement de ce système. Comme ça, il a bien montré l'exemple. Voilà, c'est un dispositif accessible dans toutes les académies. Mais alors, franchement, moi, il y a un sentiment une sensation assez étrange en fait qui s'est dégagée de tout ça. J'avais la sensation qu'il cherchait à nous vendre des pseudo-mesurettes, mais vraiment il n'a pas cherché à répondre aux vraies inquiétudes des parents et des professeurs. Ah oui, en fait, il n'a rien dit. Concrètement, je vais terminer quand même sur une à la réponse d'une mère qui lui a demandé comment ils allaient gérer en fait le baccalauréat. Alors, ça m'intéresse. Si, voilà, c'est pour ça que je savais que j'allais t'intéresser, mais ça va intéresser beaucoup de parents. Mais attends, je saute parce que j'avais quand même noté des choses. Mais ça reste du vague, on est bien d'accord. Alors pour la formule du baccalauréat, laisse-moi retomber sur mes notes parce que j'ai écrit tellement de choses. Le contrôle continu. Alors ouais, mais non, justement, il n'a pas répondu ça parce que le contrôle continu, il n'a pas répondu par rapport à ça parce qu'on sera vraiment fixé d'ici la fin de la semaine. Vraiment. Voilà, c'est ça, il y aura des nouvelles mesures annoncées vendredi. Voilà, si je me souviens bien, grosso modo, c'est qu'il y avait une maman qui lui a dit, voilà, il y a des élèves quand même qui sont assez livrés à eux-mêmes, qui se retrouvent que dirigés vers leurs livres et n'ont pas d'encadrement. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, ok, on est à l'ère du numérique, mais un élève, quel qu'il soit, quel que soit l'âge, clairement, s'il n'a pas d'encadrement, il va pas travailler, ou alors à part exception. Et là, en fin de compte, il leur a répondu que voilà, s'il y a un souci, donc en gros, il a pas répondu à la question, fallait appeler le proviseur de l'établissement dont l'élève était dépendant, et que qu'il fallait quand même être pas trop inquiet parce qu'il y a 2 professeurs de principaux par classe de terminale, oui, parce que bon, il y a quand même deux professeurs, donc on doit pas trop s'inquiéter, et que les professeurs font bien leur travail. Voilà. Donc en fait, on sera fixé vraiment à la fin de semaine. Mais je vous dis franchement, cet entretien de questions-réponses, honnêtement, pour moi, c'était un grand flou artistique. Voilà. Réponse ou plutôt commentaire de notre invitée Sylvie Dorsan, qui est, je le rappelle, orthopédagogue et médiatrice en éducation cognitive. Jean-Michel Blanquer qui nous a vendu du vent ce matin. Sylvie Dorsan. Oui, alors j'ai pas écouté ce matin Jean-Michel Blanquer. Vous avez bien fait. Ce que je sais, moi, de mon côté, en tous les cas, pour les élèves que je suis, c'est que la continuité pédagogique, moi, je la vois quand même au quotidien. Les professeurs envoient donc les cours ou les exercices à faire et donc ils continuent à faire en fait le programme. Il y a des professeurs aussi qui appellent les enfants et les parents pour savoir un petit peu s'ils ont des soucis. Je sais aussi que voilà, on a des liens par
par des messageries, des choses comme ça. Donc, Pronote. moi, de mon côté, en tous les cas, voilà, Pronote ou autre, parce qu'il y a des professeurs qui ont mis aussi en place certaines plateformes, parce que Pronote était un petit peu saturé, il faut dire ce qui est. Donc, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Après, ça, c'est les meilleurs des cas, pardon. Voilà. Parce que c'est vraiment pas le retour qu'on a de beaucoup de parents, Sylvie Dorson. Ils sont dans la difficulté à plusieurs titres. C'est ça. D'accord, mais les parents qui ne peuvent pas encadrer. Allez-y, Sylvie. Les parents de toute la France, donc du coup, je suppose qu'il y a des zones où ça ne passe pas très bien parce que déjà il y a des zones blanches et donc pour récupérer les cours c'est très compliqué. Mais en tous les cas, moi de mon côté, ceux que je suis, ça se passe plutôt bien et parfois même c'est très très chargé en termes de programme. Donc voilà. J'ai une question très importante. Qu'est-ce que être orthopédagogue? Alors, orthopédagogue, en fait, c'est amener les enfants à connaître leur propre stratégie d'apprentissage. Toutes les personnes, en fait, que ce soit moi ou vous, en fait, on a chacun notre mode de fonctionnement, que ça soit pour mémoriser, pour comprendre, pour réfléchir. Et donc, en fait, il se passe des choses dans la tête dont on n'a pas conscience bien souvent. Et en fait, c'est les amener à prendre conscience de ça, de manière en fait à transférer dans des domaines où ça marche plutôt bien ce qui se passe dans leur tête, donc dans des domaines qui ne marchent pas forcément. Par exemple, si vous êtes très bon, je sais pas, vous faites du théâtre et puis ça se passe très bien pour apprendre les partitions, en fait, les sketchs, enfin, les choses comme ça. Et puis que vous avez du mal à apprendre les leçons en mathématiques, eh bien, moi, là où je vais passer par là, c'est que je vais leur demander, en fait, ce qui se passe dans la tête. Alors, c'est un dialogue pédagogique assez compliqué d'expliquer ça en 2 minutes. Mais voilà, on va transférer, en fait, ce qui se passe dans leur tête d'un côté positif vers quelque chose qui n'est pas… Oui. Oui. Je vous entends. Allez-y, je vous laisse terminer parce qu'il y a un gros décalage, en fait. D'accord, ok. Donc oui, en fait, c'était, on part de quelque chose qui est positif, donc dans leur vie, pour transférer vers quelque chose qui ne marche pas bien, un domaine qui ne marche pas bien. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être laisser les mamans qui sont avec nous ici sur le plateau, Samia Chiki et Karima Perroni, entre autres. Et il serait bien que vous nous fassiez part de vos difficultés que vous rencontrez avec vos enfants concernant les devoirs à la maison, concernant la difficulté, la communication aussi, qui est un petit peu hasardeuse selon les endroits. Heureusement, Sylvie Dorson nous disait que ça se passait bien pour ses élèves, et tant mieux. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Karima, tiens, par exemple. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui se passent concernant l'école à la maison. Attendez, une seconde. Ah, Samia, tu peux répondre s'il te plaît parce que là justement j'ai la fille qui est en train de me voilà, c'est les aléas du direct avec les enfants. Samia, quelles sont les difficultés que tu rencontres à la maison à propos des devoirs à la maison? Alors comme je vous les ai dit les jours précédents, mes enfants… Samia, on t'entend plus. Vous m'entendez? Voilà, là c'est bon. Alors, mes enfants ont la chance quand même d'avoir une maman qui s'intéresse à plusieurs formes d'apprentissage, puisque je suis enseignante, donc j'ai la possibilité de les encadrer avec plus de facilité. Par contre, justement, j'encadre pas mal de parents d'élèves durant cette période de confinement qui sont complètement perdus. Que ce soit par rapport à l'afflux quotidien de travail qui sont envoyés par les enseignants, que ce soit par mail ou alors par le biais des plateformes pédagogiques comme Pronote ou ONT ou d'autres. Ouais. Donc, la problématique en fait principale, c'est au niveau de l'organisation lorsqu'ils sont face à des enfants qui ont plusieurs niveaux. On a des fratries, donc parfois un enfant qui va être au primaire, un autre qui va être au collège. Donc là, les parents sont face à une difficulté. Comment les faire avancer de manière régulière? Comment se partager le travail. Donc ça, c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc, j'aimerais beaucoup que Sylvie puisse nous donner quelques petits conseils si c'est possible. Oui. Allez-y, Sylvie.
Oui, je sais pas si on m'entend. Voilà. Si, on vous entend très bien. D'accord, ok. Oui, alors quand on a plusieurs niveaux, ce qui est bien, donc si on a à l'avance un programme avec un planning pour chacun des enfants, et puis démarrer en fait une activité avec l'un, voir s'il a bien compris de quoi il s'agit sur la notion, et puis souvent il y a des exercices ou des choses comme ça. Enchaîner avec lui sur un exercice. Et puis, si on voit qu'il a bien compris, lui laisser faire les autres exercices en lui disant, voilà, tu as, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et puis je reviens et je vais en fait m'occuper de ton frère, de ta sœur. Et puis, je reviens. Donc, quand je serai revenue, on va voir en fait si tu as tout fait. Donc, en fait, il faut fixer en fait un temps et un objectif à chaque fois. Dire, voilà, tu vas apprendre ta leçon et puis voilà, je reviens. Et puis, un peu faire un jeu de passe-passe entre les enfants. Je sais que c'est pas forcément facile et surtout quand on n'a pas forcément l'habitude, mais voilà, c'est un des conseils que je pourrais éventuellement leur donner. Alterner et puis essayer d'autonomiser un maximum. C'est ça. C'est ça. Mais bien souvent, les enfants, on a l'impression que si on n'est pas à côté, ils ne font pas. Mais après, quand on leur donne des objectifs et qu'on leur dit, voilà, dans 20 minutes, je reviens, il faudra que tu aies fait ça, bien souvent, ça marche. On a tendance à pas vouloir lâcher parce qu'on a peur qu'il ne passe pas. Mais bon, bien souvent, ça marche. Voilà. Très bien. Sylvie Dorsan est avec nous. Il est 18h et 15 minutes. Il semblerait qu'on ait des soucis sur Facebook. Beaucoup de gens nous signalent qu'ils ont des problèmes à regarder la vidéo. Ce que je propose, on va arrêter ce live et on va en redémarrer un autre parce que là, Facebook commence à m'emmerder sérieusement. Parce qu'on a été bloqué en fait par une vidéo qu'on a passée d'Europe 1 tout à l'heure. Et ils nous ont bloqué tout de suite. Vous savez qu'ils ont un système de robot qui permet justement de bloquer. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre la pub côté radio. Comme ça, on a le temps de redémarrer un live et on continue de discuter. Et j'espère que les auditrices, auditeurs pourront poser leurs questions. Cette émission était très attendue. Et Facebook nous met des bâtons dans la roue, dans les roues, pardon. Bravo, Facebook. Franchement, si on pouvait se passer de vous, ça serait avec plaisir. On y va dans un instant. Pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.